Monsieur Boushaba. Voilà, donc je remercie le candidat Ahmani pour la qualité de son exposé. Et je constate qu'il a fait beaucoup d'améliorations depuis le temps qu'il a soutenu sa thèse. Donc déjà c'est une bonne chose. Donc il a... bien sûr le travail il est très intéressant, mais ça n'empêche pas de poser quelques questions. Alors ma première question c'est par rapport aux travaux qui sont avant la thèse, c'est pour les autorégressifs. Oui. Est-ce que vous avez fait la jonction entre Boxey-Jenkins, la méthode de Boxey-Jenkins? Vous connaissez la méthode de Boxey-Jenkins? Boxey-Jenkins? Oui. Oui. Pour l'estimation des paramètres. Oui. La méthode de Boxey-Jenkins, généralement, elle est faite pour identifier un modèle autorégressif. Il y a certaines étapes à suivre pour identifier, ou bien pour construire un modèle autorégressif. Donc, identification, c'est ça. Identification, estimation de paramètres. Il y a pas mal d'étapes. Voilà, c'est ça exactement la méthode de Boxey-Jenkins. Elle consiste à identifier un modèle autorégressif, généralement. Bien sûr, autorégressif et moyen mobile. Voilà. Est-ce que... Dans quel espace vous travaillez ici? Est-ce que vous avez... L'espace, oui. Vous n'avez pas parlé d'espace. Je travaille dans R, c'est des variables aléatoires réelles, donc... Quelles sont les caractéristiques de l'espace dans lequel vous travaillez? R. Quelles sont les caractéristiques de l'espace dans lequel vous travaillez? Oui. Donc R, qui est l'ensemble, ou bien le corps des nombres réels, qui est un espace de Banach, en fait, donc c'est un espace fonctionnel. R. C'est un Rn, c'est des espaces de Banach, etc. C'est ça la caractéristique. Autre chose, je ne sais pas, l'essentiel. J'ai pas considéré des variables aléatoires fonctionnelles. Ça, c'est une étude à part. Mais le cas considéré ici, c'est des variables aléatoires réelles. Donc, mais la caractérisation de R, ça c'est un cours, je ne sais pas. Oui. L'essentiel R, c'est un espace de Banach. Oui. Vous parlez de θ carré, c'est ça? Θ carré? Ouais. Oui, une certaine estimation pour... θ carré. Oui. Alors, est-ce qu'il n'est pas judicieux d'explorer une convergence en moyen quadratique? Moyen quadratique? L2. Si vous normalement... En moyen quadratique. Parce que bon, la convergence presque complète, c'est vrai qu'elle donne tout, mais elle donne pas la... Si on consulte déjà mon document de thèse de doctorat, j'ai pas exactement ici parlé sur la convergence au moyen quadratique, mais dans le document de doctorat, j'ai parlé un peu sur la convergence au moyen quadratique, c'est de chercher une certaine variable aléatoire état, telle que la valeur absolue de θ. Donc il y a une certaine définition relative à ça, pour la convergence au moyen quadratique. Et dès que je travaille sur la convergence presque complète, donc j'ai toutes les autres convergences, puisque ça implique la convergence presque sûre, ça implique la convergence en probabilité, ainsi de suite. C'est pour cela que je me suis basé exactement sur la convergence presque complète. Voilà. Alors, c'est quoi un processus, c'est pas des variables fortement gaussiennes? Oui. Fortement gaussien, c'est quoi fortement gaussien? Fortement gaussien. Oui. C'est alpha mélangeant. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Donc je crois que je l'ai défini quelque part. Donc l'alpha mélange et se dit aussi fortement mélangeant. C'est une appellation, il me semble que c'est une appellation. C'est-à-dire même. C'est pas ça. Je parle des variables qui sont gaussiennes et des variables qui sont fortement gaussiennes. Ah, gaussien, c'est pas mélangeante. Non, je parle gaussien. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Pour qu'on ne dit pas seulement gaussien, pour qu'on dit fortement gaussien. Oui, je vous comprends. Ça, en fait, c'est des définitions probabilistes peut-être qui m'échappent, mais on peut lire dans la littérature un bruit blanc fortement gaussien, un bruit blanc faiblement gaussien. Donc c'est une suite de variables aléatoires. Par exemple, un bruit blanc gaussien, c'est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, qui suit donc une certaine loi normale de paramètres M sigma carré, etc. Mais le mot fort gaussien et faible gaussien, c'est par rapport, il y a peut-être une caractérisation qui sépare les deux définitions. Peut-être qui m'échappe, mais je ne sais pas l'essentiel. Merci. Oui.
Merci, Monsieur Boushaba. Je passe la parole à Monsieur Tahmani. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je tiens premièrement à féliciter le candidat. Je ne vous cache pas, lorsque M. Boushaba a posé ces questions, j'ai pris mes notes. Je pensais que je suis toujours votre encadreur. Je voulais répondre. Non, vous avez des ailes maintenant propres à toi, tu vas voler de... en résumé de tous les travaux, que d'ailleurs non seulement M. Rahmani, que j'ai encadré au magistère et au doctorat, mais tous mes étudiants ont construit des inégalités exponentielles. Donc on a un bouton, on cherche un costume et on fait le travail. Ça a marché, ça a donné des publications, mais il y a toujours ce manque de pratique. Vous prenez cette inégalité, toutes les inégalités que vous avez construites, ils sont de la forme C1 exponentielle moins C de epsilon n. Et lorsqu'on regarde le but, premièrement, il fallait dire que le but des algorithmes et des procédures récurrentes, c'est pour éviter l'inversion. C'est ça le but essentiel. Parce que lorsque vous avez f de x égale à alpha, la première des choses, c'est de dire estimer f né et de chercher f moins 1 et de trouver x est égal à f moins 1, f tilde moins 1, quelque chose comme ça. Seulement dans la pratique, l'inversion est très difficile. C'est très difficile, c'est que ça soit même matricial. Une matrice inverse, ça demande beaucoup de calculs. Donc les méthodes récurrentes, il vient justement pour éviter l'inversion. C'est bien. Mais par la suite, lorsqu'on regarde combien d'opérations faut-il pour avoir une bonne solution, rappelle-toi de ce que nous avons fait au magistère, on a essayé de faire un peu, on a trouvé jusqu'à 1 égale 2000, 3000, 4000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Peut-être c'est la même chose que inverser une matrice. Oui, oui, exact. Donc, ce qui manque dans ces travaux, c'est de dire en pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire en pratique pour voir quelle est la valeur des paramètres qui se trouvent dans vos inégalités. Parce que lorsque vous prenez epsilon n, à chaque fois que vous prenez epsilon très petit, ça va vous demander un n grand. Mais par contre, si on avait quelque chose de pratique, que epsilon, il ne peut pas être aussi petit qu'on veut, de toute façon, il est fixe. Parce que s'il n'était pas fixe, le problème qui se pose, c'est que vous le mettez epsilon est égal à 1 sur n au carré, et c'est foutu. Vous avez une probabilité inférieure à 1. Ça ne donne rien. Donc ce epsilon qui est fixe, c'est la pratique qui va nous dire est-ce que le travail est intéressant ou pas. Et il faut aller vers ce genre de problème pour donner une signification aux paramètres de vos inégalités. Tant que vous n'avez pas ça, vous restez dans la théorie. C'est vrai que vous aurez des publications, mais ça manque quelque chose. Il faut aller vers la pratique. Le deuxième point que je voulais aussi vous demander, c'est le rôle de l'initialisation, le point initial. Le point initial pose un véritable problème. C'est vrai, nous, on dit qu'il est quelconque, on passe, mais déjà en première année, nous avons vu des suites. Oui, des suites récurrentes. Un plus 1 est égal à 1 plus un au carré sur 4. Si vous ne dites rien sur U0, il y a un problème. Parce que s'il converge, il va converger vers 2. Mais le U0, si vous le prenez inférieur à 2, il va converger. Si vous le prenez supérieur à 2, il va diverger. Bien que lorsque vous la regardez, vous dites si le UN plus 1, donc on remplace UN plus 1 par L, on remplace UN par L, on fait une petite opération, c'est un carré parfait, il vous donne le L. Mais la réalité, il y avait une question au début qui s'appelle si. S'ils convergent, alors. Mais malgré que la suite est croissante, mais si vous, tout dépend de U0. Et ce U0, il peut vous donner une convergence, comme il peut vous donner une divergence. Et dans les travaux que nous avons faits, non seulement avec toi, mais avec les autres, on a laissé le côté théorique, on dit que le U0 est quelconque, le U0 est quelconque. Mais je crois qu'il faut le regarder de près, parce qu'on décide la convergence. Et je n'ai pas entendu quelque chose sur le point initial. Il faut le regarder de près, parce que ça peut poser des problèmes. Et aussi, je rejoins un peu la question de M. Boushaba. Je me rappelle
dans les perspectives de votre Oui. thèse, vous parlez déjà des espaces, aller vers les espaces de dimension infinie. Fini. Et j'attendais quelque chose dans ces espaces. Oui. Et parce que c'est là-bas que c'est intéressant, premièrement. Exact. C'est intéressant, ça sort un peu de L'ordinaire. Et puis ça demande des connaissances d'analyse dont nous avons besoin. Mais ce mélange d'analyse dont nous avons besoin. Parce que si on reste toujours construire une inégalité et dire voilà la somme, la série, les convergences, donc on obtient convergence complète, il faut aller plus loin que ça. Autre chose aussi qui manque, donc ce n'est pas une question que je vais poser, mais je vais dire directement ce qui manque, c'est la normalité asymptotique. C'est vrai, convergence, lorsqu'il y a procédure, il y a convergence. Lorsqu'il y a convergence, il y a vitesse de convergence. Mais il y a aussi autre chose. La normalité asymptotique est demandée partout. Donc, chose que vous n'avez jamais touchée, mais il faut aller voir ces choses-là et de voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais je voulais... Donc, tout ça, c'est en quelque sorte, c'est l'ancien encadreur qui parle. Ce que vous devez encore ajouter au travail. Moi, j'ai une seule question à te poser. Nous avons maintenant des étudiants de plus en plus faibles, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants, de bons étudiants, il y en a. Mais ils sont tellement rares que on ne les trouve pas dans chaque promotion. Et ces étudiants viennent tous passer le concours de doctorat. Oui. Parce que tout le monde, je ne sais pas pourquoi ils pensent que le doctorat est donné à tout le monde, mais c'est un fait. Par hasard, aujourd'hui, j'ai discuté avec M. Berbouchang, il m'a dit que voilà, tous les étudiants qui sont venus passer le doctorat, moi je crois qu'il y a des étudiants qui ne devaient pas passer. Et ces étudiants, c'est un concours, donc il y a un concours qui ne donne aucune limite. Au contraire, il y a un cahier de charge, il y a une demande, on demande 6 étudiants, 7 étudiants, 8 étudiants, et on les classe. De 0 à 1. 0, 0, 25, 0, et on vous donne ces étudiants. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce système doctorat LMD? Deuxièmement, comment vous allez faire? Puisque vous êtes habilité, vous serez habilité à diriger la recherche, à encadrer ces étudiants. Qu'est-ce que vous pensez premièrement du système doctorat LMD et comment vous allez faire avec ces étudiants? En fait, j'ai affaire directement à des étudiants de première année LMD parce que je travaille avec eux. C'est vrai qu'ils sont venus du lycée avec une base, j'allais dire entre parenthèses, ils n'ont pas touché à pas mal de choses. C'est-à-dire, comment dire, tous les chapitres essentiels qu'on avait traités nous lorsqu'on était au lycée, eux ils ne touchent pas. Donc ils viennent ici, ils ne comprennent pas, même les notions de base. En mathématiques, ils ne savent pas. Ils ne les connaissent pas. Je ne sais pas le problème où est-ce qu'il est, donc il faut peut-être revoir certains passages. Je ne sais pas, les sociétés. Oui, si j'ai une invitation, oui, je vais encadrer. Oui. Alors je vais lui dire, il faut aller voir l'ouvrage de tel auteur. Je vous remercie, M. Rahmani, et je rends la parole à Madame la Présidente. Merci, M. Tahmani. Je passe la parole maintenant à M. Kassa. Merci, Madame. À mon tour, je tiens à féliciter le candidat pour la clarté et la richesse de son exposé. Bien sûr, le document aussi, il est bien ficelé. J'avais préparé quelques questions. Monsieur Dahmani m'a précédé sur quelques-unes, notamment sur le projet de thématique dans laquelle vous projetez de vous investir dans l'encadrement de
futurs doctorants. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de prêt, de précis? Est-ce que vous avez préparé, vous êtes préparé pour le HDR, c'est-à-dire vous allez pour l'encadrement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà bien ficelé, bien prêt, une thématique bien précise dans laquelle vous voulez vous investir, ou là vous allez rester dans la continuation de vos travaux et mettre les étudiants sur rail? Donc ça c'est ma première question. La deuxième question, donc c'est, j'ai parlé de projets scientifiques, donc il y a aussi on va parler de projets pédagogiques, c'est-à-dire est-ce que vous envisagez une thématique bien précise dans le cadre du lancement d'un nouveau master par exemple, c'est-à-dire quelque chose qui va émaner de vous? Donc voilà ces deux questions. Maintenant, là aussi, en page 46, vous parlez toujours de théorie, mais vous n'avez pas touché un seul mot aux applications. C'est bien d'avoir des résultats de convergence presque complète, mais c'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée de tous les résultats que vous avez obtenus, mais en application? Est-ce qu'il y a des applications? Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à des applications des résultats que vous avez exhibés? Oui. Donc, vous n'avez pas parlé d'application. Nous sommes tous toujours restés dans le cadre théorique. Théorique, oui. D'accord. Je vous laisse répondre et puis j'enchaîne. Vous voulez dire un mot sur... Oui. Allez-y. Concernant juste votre dernière question concernant notre application, il n'y a pas d'application dans ce travail, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, construire une inégalité exponentielle est déjà une certaine application. Parce qu'à partir de cette inégalité exponentielle, ce qui m'intéresse est d'étudier la convergence et en même temps la vitesse de convergence. Maintenant, l'application en termes pratiques, le problème que j'ai rencontré dans la littérature, c'est que, comme M. Dahmani l'a signalé, c'est que le epsilon, lorsqu'on le fixe très petit, le n, il va tendre vers l'infini. Donc, je crois que dans la nature, ou bien dans la littérature, c'est pas possible d'avoir un n qui nous convient. C'est-à-dire n égale à 3000, 4000, 5000. Donc, dans la pratique, c'est des choses qui ne sont pas réalisables exactement. C'est pour cela que j'ai laissé un peu le côté application, bien simulation des travaux faits exactement. Donc, c'est par rapport aux différentes variables théoriques qui m'empêchent de passer à l'application. Donc, il y a tout un espace de théorie. Donc, je n'arrive pas, c'est-à-dire à rassembler tous ces paramètres-là théoriques pour avoir une bonne application. Voilà, exactement. Vous dites que f est une fonction numérique à variable réelle. Maintenant, si vous prenez une autre fonction, oui, qui n'est pas à variable, par exemple la variable fonctionnelle, qu'est-ce qui va se passer? La variable qui n'est pas, monsieur les variables ne sont pas réelles. Ils ne sont pas réelles? Oui. C'est des variables fonctionnelles, par exemple? Par exemple. Oui. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière avec laquelle vous allez travailler? En fait, j'ai fait quelques recherches concernant, avant d'étudier le problème de Robbins-Morrow, dans l'étude de la convergence et de la vitesse de convergence, j'ai lu un peu dans la littérature cette définition de l'algorithme de Robbins-Morrow. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé quelque chose spécialement, ils le définissent toujours comme ça. F de x égale à alpha, où f est une fonction réelle de nombre réel. C'est-à-dire, je n'arrive pas à retrouver dans la littérature le cas où f est fonctionnel. Peut-être que je n'arrive pas à l'avoir, ou bien, je ne sais pas, mais l'essentiel, je n'ai pas à faire, voilà, peut-être il faut chercher davantage.
La bibliographie de votre publication Orthez, elle est quand même assez récente. Les documents que vous avez consultés quand même sont assez récents. Mais dans la bibliographie générale, elle est très riche. Oui. Mais très ancienne aussi. Il n'y a que on dirait que vous êtes toujours inspiré d'anciens documents. C'est très rare. J'ai trouvé 2 ou 3 documents de 2007. Sinon, c'est 1900, 1900, 1900, 1900, etc. Ils sont loin dans la littérature. D'autre part, vous avez travaillé avec M. Dahmani, nous avons tous travaillé avec M. Dahmani. J'aurais bien voulu quand même, c'est-à-dire il y a une littérature existante avec M. Dahmani. Je dirais avec M. Dahmani. M. Dahmani a encadré beaucoup de doctorants dans moi-même. Donc, j'aurais bien voulu qu'il y ait, c'est-à-dire que vous placiez un petit peu votre contribution dans cette littérature, parce que c'est une thématique qu'a développé M. Dahmani, et il y a beaucoup de doctorants de l'université de Béjaïa et hors l'université de Béjaïa, mais on ne retrouve pas, c'est-à-dire, on dirait que les travaux ne sont pas liés. Or, il y a une forte liaison de tous les travaux encadrés par M. Dahmani. Oui. Et là, je ne vois pas un petit peu c'est-à-dire votre contribution dans cette littérature existante. C'est-à-dire, est-ce que vous ne l'avez pas placé dans une littérature, dans une thématique générale, existante, chapeautée par le professeur Dahmani, c'est-à-dire, il y a plusieurs travaux, on dirait qu'ils sont jetés pêle-mêle. C'est-à-dire, il n'y a pas une liaison, c'est-à-dire, M. Rahmani, voilà ce qu'il a résolu, M. Flan, voilà ce qu'il a résolu, et donc tout ça, c'est-à-dire, dire, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait, et voilà ce qui reste à faire. On dirait que chacun travaille pour soi, en cachette. Voilà, exactement. En cachette, et je dirais que c'est peut-être le rôle de M. Dahmani de coordonner tout ça. Mais j'aurais bien voulu quand même qu'il y ait cette union, officielle, un petit peu cette grande thématique sur les variables aléatoires fonctionnelles, sur les inégalités exponentielles, etc. Qu'il y ait quand même un bloc où il y a plusieurs étudiants avec des axes différents, mais qui tournent toujours autour de la résolution du même problème, avec bien sûr des méthodes différentes. Là, je ne le trouve pas aussi dans votre document. J'ai bien cherché, j'aurais bien voulu le trouver. Apparemment, c'est... Et là aussi, vous dites que ρ, c'est une constante connue. Est-ce qu'on peut envisager le cas où ρ n'est pas une constante? D'accord. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Non. Voilà, c'est l'essentiel de mon intervention. Merci. Merci, M. Kassa. Je donne la parole maintenant à Mme Bouari. Merci, Madame la Présidente. Je remercie M. Rahmani pour la clarté de son exposé. Donc, comme c'est une habilitation universitaire à diriger des recherches, donc il y a une partie pédagogique et une partie recherche scientifique. Donc, je fais quelques remarques sur la partie pédagogique. Donc, j'ai remarqué que depuis votre recrutement, donc pendant 14 ans, donc il n'y a pas une diversification dans les enseignements. Donc, vous avez enseigné pendant 14 ans que le module Math 1, Math 2 en ST. Oui. Donc, alors que vous aurez pu enseigner un peu dans les modules spécialités, que ce soit dans le département de mathématiques ou bien les autres départements liés à la faculté technologie. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes... Là, je pouvais répondre, c'est-à-dire, ici, c'est un problème d'affiliation au début. Je suis mal affilié, c'est-à-dire, je suis affilié dans un département de tronc commun première année. Là, on n'a pas grand-chose à faire. Il n'y a qu'un seul module à enseigner. C'est vrai que je me souviens une fois, c'était à peu près 2 années de ça, j'étais invité par le département de maths pour enseigner un module de probabilité, mais comme si c'était en heure supplémentaire, ça ne m'intéressait pas exactement, donc c'est pour cela que j'ai laissé. Donc il me faut peut-être changer d'affiliation, voilà, pour toute fin utile.
d'autres départements liés à la faculté de technologie hydraulique. Ils ont un peu des modules de probabilité, donc toujours dans la même faculté, à notre département. Autrement comme madame première année, ils ne nous laissent pas travailler ailleurs. Vous ennuyez pas, pardon. C'est-à-dire, dans le même module. J'ai ma charge horaire, donc je la travaille, je ne cherche pas autre chose. Donc je peux travailler en ESUP, mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je n'ai pas cherché de travailler ailleurs. Voilà. Sinon, je sais que... Donc aussi, là aussi, j'ai remarqué les encadrements. Donc vous n'avez pas fait vraiment d'encadrement, à part un mémoire de licence de statistique. L'encadrement, ce qui concerne l'option STID, oui. J'ai encadré en 2012 2 étudiantes et ça n'a pas marché avec l'option STID. C'est des choses de statistiques descriptives que je n'arrive pas, c'est-à-dire réellement à comprendre. Donc je dois me familiariser d'abord avec toutes ces notions-là. Et pour l'autre option de maths, je ne sais pas comment elle s'appelle, analyse probable, quelque chose comme ça, j'ai proposé des thèmes pour des étudiants, mais aucune suite. Avec le témoignage de mes collègues, j'ai proposé des thèmes. Peut-être que je ne suis pas connu dans le milieu de nos étudiants de fin de cycle, c'est pour cela qu'ils ne viennent pas me consulter. Mais j'ai proposé des thèmes, mais aucune suite. Oui, parce que je pense que c'est une bonne initiative. Commencez d'abord par licence, master, après, parce que maintenant vous êtes appelé à encadrer des thèses de doctorat. Donc je pense qu'il faut d'abord un début, voir comment faire avec des étudiants là de niveau faible. Je comprends, mais j'ai fait mon devoir de proposer des thèmes, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai aucune invitation, c'est-à-dire dans ce sens. Peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être que je ne suis pas connu dans le milieu des étudiants de fin de siècle, voilà, peut-être, voilà, donc... Parce qu'au département de maths... Ils ne me connaissent pas, c'est pour cela qu'ils auront peur de venir me voir, non, je ne sais pas, l'essentiel... Des fois, on les oriente, mais... L'essentiel, parce qu'au département de maths, chaque année, on a... Avec le témoignage de M. Boukhlifa et les autres, donc, on a proposé des thèmes. Cette année, par exemple, on a des problèmes. Donc, on trouve des enseignants qui prennent 2, 3 binômes, alors que d'autres, donc vous êtes au labo de mathématiques. Donc, dorénavant, il faut faire une initiative de se rapprocher, D'accord. Alors, donc, revenons maintenant un peu, donc, j'ai pas vu auparavant votre thèse de doctorat, donc j'ai essayé un petit peu de voir l'essentiel. Donc, par exemple, dans la partie thèse de doctorat, donc vous allez à la page 40. 40 La page 40 dans la partie thèse. Donc, donc, le chapitre 3, qui est une inégalité de Martingale et application au processus AR1. C'est la page 40, vous le dites? La page 40. Oui. Donc l'équation 3,2. D'accord? Donc, qui est l'estimateur du paramètre θ. Voilà, donc vous avez dit, on a utilisé l'estimateur de Yule-Walker. Oui. Donc ici, donc, dans cette partie-là, vous avez les erreurs qui sont des variables aléatoires qui constituent un bruit blanc, n'est-ce pas? Donc c'est des variables aléatoires gaussiennes de moyenne nulle, de variance sigma carré. Sigma carré, θ, oui. Ouais, donc vous avez considéré cet estimateur-là de Yule-Walker. Donc on peut utiliser d'autres estimateurs. Non? Oui, l'estimateur des moindres carrés. L'estimateur des moindres carrés, mais qui n'est pas le même. Ce n'est pas juste la seule différence entre l'estimateur de Yule-Walker, voilà. C'est ça, θ1 et l'estimateur de... Donc c'est le dénominateur. C'est le dénominateur, voilà. C'est pour cette somme-là. Au lieu que la somme commencera de 0, elle commence de 1. C'est-à-dire ce que j'ai constaté... Sinon, on aura le même estimateur. C'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire après, lorsque vous êtes passé dans le cas alpha mixing, c'est-à-dire dans le cas de dépendance, vous avez utilisé l'estimateur des moindres carrés obtenu par la méthode. C'est-à-dire, alors que là aussi, on peut utiliser cet estimateur qui est obtenu par la méthode des moindres carrés ou bien la méthode du maximum de vraisemblance, puisqu'ici on a la loi. Oui, il est utilisable, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans le cas indépendance et le cas alpha mixing, si on utilise le même estimateur, donc on aboutira à des mêmes... ça donne oui, on peut conserver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci dans ce sens. C'est par rapport à la convergence peut-être. D'accord. Alors la page 47, toujours dans la thèse. 47 47, oui. 47. Oui. Donc je lis ici un passage, donc c'est le paragraphe 3 dans cette page. Oui. Donc vous parlez un petit peu donc des suites là alpha mélangeantes, donc avec vous citez là les chaînes de Markov. Vous pouvez m'expliquer un petit peu
Donc, qu'est-ce qu'il y a là à voir ce type de mélange, le alpha mélange avec... donc, vous dites qu'il en est de même pour... oui, c'est juste à titre d'application, c'est-à-dire les processus linéaires sont mélangeants sous certaines conditions. Et de même pour les chaînes de Markov. C'est quoi une chaîne de Markov, M. Ahmed? De vérité, je ne me souviens pas. C'est-à-dire une chaîne de Markov, c'est déjà fait, c'est des choses que j'ai fait, la vérité, en 4e année dans le modèle processus stochastique. Je ne me souviens pas. C'est-à-dire, bon, voilà, mais je sais bien que ça existe dans la littérature des. Donc c'est pour les applications. Oui. C'est pour les applications. C'est-à-dire le lien. Je n'arrive pas à saisir le lien entre le alpha mélange là. C'est-à-dire il y a une certaine dépendance, alors que pour une chaîne de Markov, donc les probabilités de transition, ils ne dépendent pas du tout du passé, ils dépendent du présent. Ce lien-là, il y a une certaine dépendance avec un processus qui constitue une chaîne de Markov, qu'on n'a pas un lien du tout avec, ou bien c'est indépendant du passé lointain, donc il dépend juste du présent. C'est-à-dire, on peut lire facilement dans la littérature. C'est un passage que j'ai pris un peu dans la littérature, que les processus linéaires et les chaînes de Markov sont sous certaines conditions alpha mélangeants, ou bien en général mélangeants. Mais sous certaines conditions qui ne sont pas citées dans le cadre. C'est juste une introduction. Peut-être ajouter une référence. Voilà, une certaine précision. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour une interprétation, donc toujours de ces coefficients de mélange ou bien de ce type de dépendance, avec le coefficient qu'on connaît, le ρ, c'est-à-dire le lien entre des variables aléatoires, c'est-à-dire qui sont corrélées. Après, tout dépend du ρ qui est compris entre -1 et 1. Donc, on dit s'il est proche de 1, il y a une forte corrélation. Est-ce qu'il y a un lien entre ces types-là des coefficients de mélange avec le ρ qu'on connaît dans le cas linéaire? Je vais vous répondre spécialement pour le cadre des variables aléatoires associées, c'est-à-dire dans la dépendance positive. Il y a une certaine équivalence entre l'indépendance et la non-corrélation. L'indépendance et la non-corrélation. Alors que dans le cas, lorsqu'on dit non corrélé, ça veut pas dire indépendance, à part le cas. Oui, exact. Alors, donc, aussi, donc, j'ai remarqué que les processus que vous avez considérés sont des processus à temps discret, n'est-ce pas? Donc, oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est des processus à temps continu? Est-ce que vous avez... C'est-à-dire pour les processus à temps continu, au lieu de... C'est-à-dire il suffit juste de voir dans notre étude, il suffit juste de changer toutes les sommations par des intégrales. Des intégrales. C'est-à-dire, voilà, temps discret, donc on peut prendre le paramètre temps, c'est 1 ou bien Z. C'est tout. Mais dans le cas continu, donc on peut prendre par exemple des intervalles de R ou bien quelque chose comme ça, des fonctions continues. Voilà. Donc, là où vous avez considéré aussi des variables associées, donc pour les processus stochastiques faiblement dépendants, donc vous avez précisé, vous avez souligné bien dans l'exposé, donc vous êtes passé à l'estimation de θ carré. D'accord? Oui. θ carré, alors que le problème initial, c'était l'estimation de θ. Après, vous êtes revenu à l'estimation de θ? Non. C'est-à-dire ici, c'est comme en statistique, lorsqu'on se propose d'estimer la variance. Par la variance empirique sigma carré. Donc, déjà, même cette estimation, elle ressemble à l'estimateur, comment dire, de la variance empirique. Sigma chapeau carré égale à 1 sur 1 de la somme de x bar moins x et au carré. C'est pour cela qu'on l'a pris directement comme ça. Donc, il est facile, dans cette étude, d'estimer θ carré au lieu de θ. Et vous avez gardé tout en fonction de θ et les inégalités. Dans toute l'étude, donc, on a laissé θ carré. Voilà, donc, pour les intervalles de confiance, intervalles de confiance que vous avez obtenus, vous avez mesuré la précision des intervalles? Parce que ça ne suffit pas des fois de trouver un intervalle de confiance, donc s'il est très large, le paramètre que vous cherchez est noyé dedans, donc ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire un intervalle de confiance déjà par nature, c'est un voisinage il est voisinage de θ, c'est-à-dire θ moins epsilon, θ plus epsilon. C'est ça, donc il est très très serré, il est très très petit. C'est-à-dire dès que epsilon est petit.
À ma connaissance, lorsqu'on cherche un intervalle de confiance, donc on peut trouver des intervalles de confiance très larges. Donc, oui, je comprends. Mais l'essentiel, dans un intervalle de confiance, on dit que T1, T2 est un intervalle de confiance de θ, si T1 est inférieur ou égal à T2 presque complètement, et la probabilité que θ soit entre T1 et T2 égale à 1 moins alpha. Avec un, voilà, avec un seuil, voilà. Vous l'avez calculé? J'ai remarqué un certain temps, donc vous avez dit qu'on peut calculer justement ce seuil de confiance. Non, c'est les inégalités exponentielles réellement qui donnent cet intervalle de confiance théorique. Mais pratiquement, c'est-à-dire j'ai pas essayé est-ce qu'il pose pas problème dans le côté pratique. Mais théoriquement, il s'agit de ça. Voilà, donc, voilà, c'est-à-dire. Donc la question qui revient aussi, donc maintenant que vous êtes appelé à encadrer, est-ce que vraiment vous envisagez, vous avez en tête des thèmes c'est-à-dire qui sont toujours dans votre cadre de thèmes d'ailleurs qui sont en perspective. À proposer. Les thèmes déjà qui sont ici en perspective, ils peuvent servir à une éventuelle, c'est-à-dire un éventuel encadrement. Ce n'est pas un problème. Je pense que et en cherchant aussi d'autres thèmes dans la littérature, ce n'est pas un problème. Mais toujours, ça sera idéal, c'est-à-dire de voir des applications, surtout avec les, qui vont marcher pour que ce soit l'encadrement ou bien la suite. Exact. Donc, je vous remercie encore une fois. Je rends la parole à Madame la Présidente. Merci Madame Bourayen. À mon tour, je remercie le candidat pour son exposé et pour toutes ses réponses. J'ai quelques petites questions à vous poser. Vous avez étudié des estimations pour des processus autorégressifs au cas indépendants et mélangeants. Oui. Pouvez-vous en un mot nous donner ou bien nous citer quelques difficultés que l'on rencontre quand on passe du cas indépendant au cas mélangeant? Les difficultés? Les difficultés que l'on rencontre. Dans quel sens? Dans le sens probabiliste, ou bien dans le sens analytique, ou bien dans le sens, je ne sais pas, c'est-à-dire... Dans tous les sens. En général, quand on étudie donc un processus autorégressif indépendant, et puis on se met à étudier un processus autorégressif mélangeant, quelles sont les premières difficultés que l'on rencontre? Normalement, il faut comprendre une chose, c'est que l'indépendance implique les mélanges. C'est-à-dire, on commence d'abord les cas indépendants. D'abord, si on revient au diagramme des différents coefficients de mélange, on peut retrouver que le cas indépendant implique les psi-mélanges d'abord, implique le reste. Donc si on a étudié vraiment le cas indépendant, ça ne pose pas de problème pour la suite, puisqu'il y a une certaine implication entre eux. Donc il est plus simple d'étudier le cas indépendant que le cas mélangeant. Pourquoi? Je vous pose la question. Alors, quelle est la difficulté qui existe entre l'indépendance et n'importe quel mélange? La difficulté dans certaines majorations, c'est-à-dire dans les différents théorèmes cités. Par exemple, dans le cas indépendant, dans notre étude, j'ai affaire à certaines inégalités qui sont très très faciles à utiliser dans la pratique, mais pour le cas mélangeant, on retrouve de grosses et de longues majorations, à savoir par exemple l'inégalité de Fouque-Nagaev, l'inégalité de Davidov, etc. C'est des inégalités exactement qui sont très très délicates en termes d'application. Le produit. La probabilité est égale au produit, chose que nous n'avons pas dans les autres cas, et ça engendre toute la suite, toutes les difficultés qui existent. Donc le cas indépendant, il est simple. Et sa simplicité, il vient du fait que la probabilité de l'intersection est égale au produit, chose que nous n'avons pas d'ailleurs. Aussi, il fallait ajouter peut-être pourquoi c'est le mélange gay, parce que dans la nature, l'indépendance n'existe pas vraiment, en réalité. Donc on accepte un peu cette... Lorsqu'il s'agit d'évoluer à partir de là, d'ailleurs il n'y a que ça. À partir de là, tout ce qui venait après, et c'est avéré, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est ça ce le cas dépendant. Pardon.
Autre chose, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on choisit le mélange? Est-ce qu'on choisit? Oui. Puisque vous avez étudié apparemment le alpha mélange, le psi mélange, choisit-on le mélange? Ou bien le mélange s'impose de lui-même? Dans mes études, le choix des mélanges est un choix arbitraire, c'est-à-dire c'est un choix fait par moi-même, c'est-à-dire mais ce qu'il faut savoir sur ces coefficients de mélange, c'est que le mélange le moins restrictif est le alpha mélange, le mélange le plus répandu est le phi mélange, et une suite de variables aléatoires est alpha mélangeante dès qu'elle soit psi, phi et rho mélangeante. Voilà. Mais pour le choix de mélange, c'est un choix, c'est-à-dire arbitraire, que je fais à chaque fois. À chaque fois que j'ai un travail devant moi à faire, le choix de mélange, je le ferai, c'est-à-dire d'une manière au hasard. C'est-à-dire... Il faut encore ajouter à ça, le travail et le choix du travail est arbitraire, mais les variables, parce que la question de madame, ce n'était pas comme ça. Oui. La nature de la variable aléatoire est dictée par le problème pratique lui-même. Ça ne veut pas dire que j'ai des variables, je vais les considérer comme je veux. Ce n'est pas comme ça. Non. Il y a des variables qui sont indépendantes, il y a des variables qui sont mélangeantes, il y a des variables. Donc, si ils sont mélangeantes, je vous donne l'inégalité. Le choix. Ça veut dire, dans le travail, c'est vrai qu'on dit s'ils sont. Mais la nature de la variable aléatoire, c'est le problème pratique qui le dicte. Il y a des variables qui sont alpha mélangeantes, il y a des variables qui sont psi mélangeantes, oui. Voilà. Donc il faut faire la différence. Mais je choisis. On ne choisit pas. En réalité, il y a un problème. Nous, on suppose, si nous sommes dans la situation où le problème est alpha mélangeant, voici ce que nous proposons. Voilà. Mais les variables... C'est les conditions qu'il est, oui. Et ça revient à toutes les questions qui ont été posées, le côté pratique avec. C'est en ayant un cas pratique qu'on va savoir est-ce qu'ils sont mélangeantes, est-ce qu'ils sont... Mais ça, on ne le fait pas. Le mélange... Exactement. Maintenant, j'aimerais connaître l'intérêt de la convergence presque complète. Est-ce que la convergence fait défaut dans ce cas-là? Pour aller chercher la convergence presque complète. L'intérêt? L'intérêt de la convergence presque complète. Donc il n'est pas tout à fait la convergence. D'abord, l'intérêt, premièrement, de la convergence presque complète, donc elle nous permet d'étudier la vitesse de convergence presque complète plus tard. Donc c'est ça le premier intérêt. Le deuxième intérêt de la convergence presque complète, c'est qu'elle implique toutes les autres convergences. C'est-à-dire... Voilà. Une dernière question. J'aimerais juste que vous nous éclaircissiez sur l'inégalité exponentielle de grande déviation. Ce terme-là de grande déviation. Le terme, inégalité exponentielle de grande déviation. Que signifie-t-il dans les inégalités exponentielles? C'est-à-dire, si on se donne une probabilité, par exemple, de la forme, la probabilité, je vais lire comme ça dans la probabilité de la valeur absolue de θn moins θ, c'est ça, supérieur ou égal à epsilon, est inférieur ou égal, par exemple, à 2 exponentielle moins n epsilon carré. D'abord, on constate en premier lieu que θn, si on fixe alpha égale à 2 exponentielle moins n epsilon carré, donc alpha elle est entre 0 et 1, donc on dira que θn converge en probabilité d'abord vers θ avec une vitesse exponentielle. Et cette probabilité, d'après cette forme-là, cette probabilité, elle devient plus élevée dès que le seuil alpha devient très très petit. Bien sûr, pour un certain n assez grand. Donc cette probabilité, elle s'approche de plus en plus de 1 dès que le seuil alpha est très très petit. C'est ça exactement ce qui caractérise cette notion, peut-être c'est une appellation de grande déviation. Donc si n est large, donc le seuil alpha devient très très petit. Merci encore, M. Rahmani. Merci. Le jury se retire pour délibération s'il n'y a pas de questions. Ah, pour le... D'accord. Y a-t-il des questions dans le public, hein? Aucune question. Il dit a une question, mais il va faire le soir. Il va pas poser la question.
Posez-lui. J'ai pas compris. Si on construit, oui. Si on établit une convergence presque complète de la fonction, est-ce que cette convergence presque complète, forcément, va nous donner un rayon de convergence? Le rôle de cette convergence-là presque complète. Oui, je comprends. C'est-à-dire, d'abord, dans mon étude de la convergence presque complète, j'ai utilisé exactement les critères de Cauchy pour démontrer que ce paramètre, ou bien que cette estimation de θn converge presque complètement vers θ. Et le critère de Cauchy, bien sûr, il y a une certaine définition de convergence. C'est-à-dire, si la limite de un plus 1 sur un est inférieure à 1, donc elle converge. Si elle est supérieure à 1, elle diverge. Si on a, dans le cadre où la limite est égale à 1, c'est un cas douteux. Donc, on peut considérer le disque unité de rayon R égale à 1 comme étant un rayon de convergence. Et si vous établissez par exemple la convergence presque complète, disons au moyen de l'inégalité exponentielle que vous avez établie, et dans l'inégalité exponentielle, il y a une suite ou bien un paramètre qu'on ne peut pas avoir exactement. Est-ce que cette inégalité exponentielle va vous donner un rayon de convergence? S'il vous plaît, de répéter votre question. Lorsque vous avez établi la convergence presque complète. Oui. Okay. Disons, vous l'avez fait au moyen d'une inégalité exponentielle, comme vous l'avez fait ici. Oui, exact. Est-ce que cette inégalité exponentielle va forcément vous donner la possibilité de construire un rayon de convergence? Cette inégalité exponentielle? Oui. Est-ce que toutes les inégalités exponentielles, parce que je peux établir une inégalité exponentielle qui me donnerait une convergence presque complète, mais des fois, on ne peut pas construire, avoir un rayon de convergence. Parce que lorsque Mme Tass vous a posé la question, c'est-à-dire le but de la convergence presque complète, vous avez dit que la convergence presque complète nous donne la possibilité d'avoir des rayons de convergence. Enfin, je ne sais pas. L'essentiel dans mon étude, je n'ai pas pensé c'est-à-dire à cette notion de rayon de convergence. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de construire une inégalité ou bien des inégalités exponentielles. Après, voilà, étudier la convergence et la vitesse de convergence. Ok, les inégalités exponentielles ne permettent pas tout le temps d'obtenir des rayons de convergence. Parce que si vous établissez une inégalité exponentielle, dans cette inégalité exponentielle-là, il y a un terme, par exemple une suite, que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas déterminer exactement, c'est-à-dire on peut sans rayon, rayon oui. de convergence. Et ça, c'est très connu en littérature. On peut établir des inégalités exponentielles. Dans l'inégalité exponentielle, il y a une suite, un terme qu'on ne peut pas avoir exactement, mais il vérifie certaines propriétés qui nous donnent la convergence. Mais on ne peut pas avoir, on ne peut pas passer au rayon de convergence. Pourquoi? Parce que le terme-là, on ne le connaît pas exactement. On ne peut pas l'identifier d'une manière, disons, analytique. Oui, oui. Je vous remercie. Oh, c'est bon? Aucune autre question? On remercie encore une fois le candidat et le jury se retire pour délibérer. Merci beaucoup.